Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikorov, je suis psychiatre. On a 2 cas cliniques sur l'autisme ce soir. Premier patient, il a, allez, 45 ans, il pèse 150 kilos pour 1,80 m. Il vient chez moi il y a 2-3 ans pour la première fois. Il a du Risperdal, 8 mg par jour, la siamimazine du tertian, 150 mg par jour, et du Loxapac, Loxapine, 100 mg par jour. Les doses nécessaires pour être antiproductif et bloquer la dopamine avec le Loxapac sont autour de 25 mg à 50 mg. La majorité des patients n'a plus un gramme, plus une minimole de récepteurs à la dopamine disponible, en tout cas sur les récepteurs de type D2. Il y a une redondance pharmacologique ici qui est préoccupante. La risperidone, la loxapine font grosso modo la même chose. Et la siamémazine, à ces dosages-là, est aussi antiproductive. On a un patient qui a une trithérapie antiproductive qui n'a jamais eu, dans son existence, de problématiques psychotiques. Il est atteint d'un autisme non verbal, mais j'ai les parents en face de moi. Il n'y a jamais eu de problématiques psychotiques et les problématiques d'agressivité sur des considérations environnementales, donc le classique, étaient somme toute assez modérées et sont amendées depuis maintenant 20 ans. Okay. À ça se rajoute une prescription de tranxène, donc ça c'est une benzodiazépine, il y a 40 mg de tranxène. Donc on est en dehors de toute utilisation de mise sur le marché on est aussi en dehors de toutes les études scientifiques parce qu'elles ne sont pas présentes. Il n'y a aucune étude qui montre qu'on peut utiliser une trithérapie neuroleptique pour de l'autisme. Même pour de la schizophrénie pure, on n'arriverait pas à les trouver, ces études. Et on est en dehors de toutes les recommandations internationales qui invitent à la plus grande prudence sur ce genre de combinaison. Néanmoins, c'est délivré par la pharmacie depuis 20 ans et c'est remboursé par la sécurité sociale depuis 2 décades sans que ça ne pose aucun problème. Donc j'ai demandé à la famille si on les avait déjà interrogés ou mis en difficulté pour la délivrance de cette ordonnance-là. Il n'y a jamais eu de problème. Je ne suis pas là pour remettre en question la pertinence de la prescription. Je pointe du doigt le fait que quand ce patient-là arrive chez moi, c'est un patient qui est en dehors de l'utilisation de mise sur le marché pour toute l'ordonnance, okay, avec des répercussions métaboliques dramatiques parce que le patient a faim, il mange constamment et c'est éventuellement s'il y a des scènes de violence ou d'agressivité, c'est lors du repas parce que les parents n'arrivent pas à faire terminer le repas et le patient se rue un petit peu sur tout ce qui est comestible. À partir du moment où je vois ce patient et que je baisse les doses, quand je prescris de la metformine, la Sécu refuse de le prendre en charge. La pharmacie a refusé de le délivrer de peur, que la Sécu demande à la pharmacie de rembourser ensuite la metformine, et 2, de peur de la dangerosité de la prescription de metformine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, la metformine à la base, c'est utilisé pour traiter le diabète. Il se trouve que le diabète, c'est quasiment la fin de la résistance à l'insuline pour les patients atteints de diabète de type 2. Donc la metformine, c'est dans le diabète de type 2. Il se trouve que la metformine peut aussi ralentir la progression vers le diabète, que la metformine fait des choses que la modification de la diète et de l'alimentation ne font pas, que la metformine a prouvé son efficacité chez les patients atteints de molécules obésogènes, non seulement pour diminuer le poids, mais surtout pour diminuer la faim et peut-être même, et en fait sûrement même, c'est là que le niveau de preuve est plus important, pour prévenir l'apparition de complications et métaboliques et pondérales pour des patients atteints qui consomment des psychotropes obésogènes comme cela. Quand vous prescrivez de la metformine, quand le médecin prescrit de la metformine, il est en accord avec les recommandations internationales sur le sujet,
Et les deux, en accord avec les données, parce qu'on est d'accord, parfois il y a des recommandations qui sont faites sans données, ce qui est toujours problématique. Mais là, il y a une palanquée d'études, qu'elles soient précliniques, qu'elles soient randomisées, qu'elles soient rétrospectives sur des cohortes, etc., pour attester de l'efficacité de la metformine. La metformine ne coûte pas très cher et honnêtement, il y en a pour peut-être 15 balles par mois, mais cette famille n'avait pas les moyens de se le payer. Il faut comprendre que là, il y a une famille. Il y a aussi des fois où vous dites au patient, il va falloir mettre 10 euros au porte-monnaie. Il y en a au-delà du prix de la molécule. Il y a toute une logistique qui nous paraît très facile, mais qui ne l'est pas forcément pour des patients atteints de maladies mentales graves. Et donc, j'ai dû me battre pour que le patient puisse avoir la metformine. La metformine, avec juste 500 mg est d'une efficacité redoutable. Il a perdu 15 kilos et surtout, il n'y a plus du tout de moment de débordement lors des repas. Donc, moi, mon combat, c'est pour ça que je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des patients auxquels on refuse la délivrance de médicaments qui sont prouvés efficaces, qui sont recommandés, mais qui n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché, qui ne l'auront jamais. Ceux-là, on refuse de les prendre en charge et on accuse éventuellement les prescripteurs d'être dangereux. Mais à côté de ça, il y a d'autres traitements qui sont aussi hors AMM, qui n'ont aucune efficacité, dont la tolérance est prouvée catastrophique, dont l'utilisation est recommandée contre, mais ce hors AMM-là, on veut bien le tolérer. En fait, finalement, objectivement, la vraie différence entre ces deux situations, c'est que dans un cas, la Sécu et la pharmacie connaissent la prescription outrancière de neuroleptiques, mais dans l'autre, ils connaissent pas la prescription de metformine. Et donc, l'objectif de ce qu'il est en train de se dérouler, c'est que on rembourse les prescriptions selon leurs preuves scientifiques et pas selon leur autorisation de mise sur le marché. Ce qui en fait est déjà le cas, on est d'accord, parce que ça c'était vrai même depuis 20 ans. Et donc moi je demande une tolérance similaire à celle qui est déjà prévue. On pourrait même aller plus loin et dire qu'il faudrait peut-être un peu plus de vigilance sur ces prescriptions hors AMM qu'on peut faire, qu'on peut voir, qui n'ont aucun rationnel scientifique, mais là c'est encore autre chose. Donc en fait, il y a des gens qui disent oui, mais la loi c'est la loi, il faut appliquer la loi. La loi est violée tous les jours en psychiatrie et le hors AMM est inéluctable. Il est présent selon les études, entre 50 et 70% des prescriptions. Et donc, il est déjà là. Il est déjà là. Je ne me bats pas pour qu'on prenne en charge les choses hors AMM. C'est déjà le cas. Je me bats pour qu'on prenne en charge les choses hors AMM, même quand elles ne sont pas connues, dès lors qu'il y a des études qui montrent ça. Je pense que les patients n'ont pas le temps d'attendre les recommandations de la Haute Autorité de Santé parce qu'ils décèdent de problématiques métaboliques, de surpoids, d'infarctus, etc. Les patients en psychiatrie meurent de problématiques cardiaques et métaboliques. Pas de suicide, ils décèdent de suicide, mais ils décèdent beaucoup plus de problématiques métaboliques. Il y en a la moitié qui sont atteints d'obésité. C'est une véritable catastrophe. Et il existe des solutions qui sont restreintes pour le moment aux médecins qui prennent le risque et qui exposent leurs pratiques parce qu'ils prescrivent hors AMM, ou aux pharmacies, parce qu'il y a aussi des pharmacies qui prennent le risque en délivrant, on est d'accord. Et donc je pense qu'il serait bien de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et donc de juste, alors soit de faire, je sais pas moi, un article de loi, c'est pas dans mon domaine, soit de juste fermer les yeux, parce que les yeux sont déjà fermés sur plein de choses, et il faudrait qu'il y ait une certaine consistance là-dedans. Deuxième cas clinique, c'est similaire. C'est un patient atteint d'autisme, il a 40 ans, il est seul, il n'y a pas de famille autour, et il a du thiapridal, donc ça c'est un neuroleptique, c'est 200 mg par jour. Il a du pimoside, ça c'est 8 mg par jour de pimoside. Le pimoside c'est intéressant parce qu'il y a eu des préoccupations sur l'allongement du QT, donc là c'est des troubles de rythme cardiaque, de la repolarisation cardiaque plus précisément. Et donc, il y a certaines autorités de santé dans d'autres pays qui disent que
quand on met du pimoside à ces doses-là, on fait un génotypage du cytochrome 2D6, ou alors peut-être plus précisément, plus préférentiellement, un dosage plasmatique du pimoside, parce qu'il y a des craintes sur le plan cardiaque qui doivent être adressées. Ça n'a jamais été fait ici, hein. Donc ça fait 2 neuroleptiques. Après, il y a de la loxapine, donc le Loxapac, on est encore à 50 mg. Donc vous avez finalement, encore une fois, cette triade. Il y a 3 neuroleptiques différents, dont les doses, quand on cumule les doses, sont largement suprathérapeutiques. Même chez un patient atteint de schizophrénie, il est peu probable que la prescription soit pertinente. Ce patient n'avait, encore une fois, pas du tout de problématique de schizophrénie. On rajoute une benzodiazépine qui est là depuis des années, et le lormétazépam qui est là depuis des années, avec un antidépresseur, la vortioxétine, pourquoi pas, et du leptécure. Alors ça, c'est pas un correcteur anticholinergique, on est d'accord. Il y a tellement de dopamine qui est bloquée qu'il y a des problématiques motrices. Donc ça peut être soit des douleurs motrices, soit des contractures, soit des mouvements involontaires, soit des symptômes extrapyramidaux type le parkinsonisme, où les gens marchent voûtés, du mal à exprimer leurs émotions, il y a l'expressivité émotionnelle qui est diminuée. Et ça s'est prescrit sur le long terme, effectivement, et ça paraît difficile de faire autrement, vu la quantité de neuroleptiques qu'il y a à côté. Et donc, c'est les mêmes considérations. Je ne vais pas vous refaire le même discours, mais c'est un patient. Moi, sur l'ordonnance, j'ai écrit, le génotypage de D6 n'a jamais été fait chez ce patient. Et c'est délivré comme ça, il n'y a aucun problème. On est complètement hors AMM. On est hors AMM de l'espace. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans l'autorisation de mise sur le marché ici avec les 3 neuroleptiques. Pour autant, c'est prescrit, c'est remboursé, et la Sécu ferme les yeux tous les jours. Donc, si l'année de la santé mentale, l'année de 2025 doit être l'année de la grande cause nationale, je pense que il est urgent, et ça aurait dû être fait depuis longtemps, de rendre possible pour les prescripteurs déjà qui doivent pouvoir prescrire les traitements selon les données actuelles de la science telles qu'ils sont formés à le faire. Les études de médecine sont longues, entre autres parce qu'on est formé à apprendre comment appréhender la littérature scientifique, et on a des engagements vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la discipline. On prête serment et on s'engage à proposer nos soins de la même façon, quel que soit le milieu et les moyens des patients. Et si on se retrouve à devoir mettre hors AMM et du coup restreindre la délivrance aux patients qui peuvent se payer le traitement, on enfreint les principes déontologiques les plus fondamentaux de la discipline, à mon avis. Donc il faut que les médecins puissent prescrire sans avoir peur de ça. C'est vraiment important. Moi, je tiens un blog où on refait un peu la littérature scientifique, etc. Et donc, il y a des médecins qui témoignent, qui disent, mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça marche, hein, mais je vais pas prendre le risque. J'ai une famille derrière moi, etc. Je vais pas prendre le risque de m'exposer. Parce que si jamais les médecins prescrivent sans mettre hors AMM, la sécurité sociale peut dire, écoutez, vous remboursez tout ce que vous avez prescrit qui est hors AMM. Et comme on l'a vu, il y a 70% des prescriptions, 50-70% des prescriptions qui ne le sont pas. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des indus, des factures de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Il n'y a absolument aucune limite. Donc, c'est un vrai souci. Et c'est également un souci pour les patients. On l'a vu. Alors, il y en a certains qui diront que moi, j'ai eu des pharmacies qui ont dit qu'il fallait refaire les études en France pour que ce soit validé. Il serait pas éthique de faire ces études, vu que l'efficacité est déjà démontrée. Donc, en fait, le groupe qui aurait le placebo ne pourrait même pas se faire parce que ce serait éthiquement indéfendable. C'est comme si on faisait une étude d'un anticancéreux versus du placebo, alors que l'anticancéreux est connu comme efficace depuis longtemps. Ça fait plus d'une décennie qu'on sait que ça fait ça, la metformine, par exemple. Et l'autorisation de mise sur le marché n'est là que pour attester de la pertinence financière et économique d'une molécule. Si demain, on se rend compte que la metformine protège d'Alzheimer, il n'y aura pas dans le Vidal, s'il y a une étude qui est faite,
vu que l'étude n'est pas faite par le laboratoire, vu qu'aucun laboratoire ne fait d'argent avec cette molécule, ne peut faire d'argent avec cette molécule, et il n'y aura jamais dans le Vidal l'utilisation de la metformine pour Alzheimer, même si on se rend compte que que ça guérit la maladie. Et éventuellement, ce que les laboratoires feront, c'est qu'ils font la metformine dichlorhydrate ou une autre façon de libérer la metformine. Mais la metformine en l'état, là, n'aura jamais l'AMM pour quoi que ce soit. Donc il faut vraiment faire la distinction entre ce qui a l'AMM, ce qui est prouvé comme efficace, ce qui n'a pas l'AMM, mais ce qui est prouvé efficace, ce qui n'a pas l'AMM et qui n'est pas forcément prouvé inefficace ou pas, on n'a juste pas de données, ce qui a l'AMM, ce qui n'a pas l'AMM et qui n'est prouvé, pour le coup, qui est prouvé complètement inefficace. Donc vous avez dans le Vidal, par exemple, des molécules qui ont l'autorisation de mise sur le marché, une espèce de clause du grand-père, comme ça, une tolérance qui a été mise. On a en fait quasiment aucune donnée, hein. Mais vu que ça s'est mis dans le Vidal avant qu'on soit un peu rigoureux sur ces prescriptions, eh ben, c'est passé à la trappe. Donc l'exemple le plus fréquent, c'est le tertian, la siamémazine, qui fait partie des molécules que les pédopsychiatres peuvent prescrire, et donc qui enferme les pédopsychiatres et les patients dans une espèce de spirale très problématique parce que la prise de poids est considérable, les études sur le long terme sont inexistantes, la tolérance de façon générale est catastrophique avec des risques de problématiques motrices irréversibles sous la forme de dyskinésie tardive par exemple. Mais vu que c'est la molécule avec laquelle les gens sont à l'aise et qu'on peut prescrire parce que c'est rentré dans les habitudes, euh, c'est prescrit à tour de bras. Donc, c'est pas une critique du mode de prescription des médecins. Je pense que les médecins ne sont pas libres de prescrire comme ils le souhaitent, et ils ont en l'état raison. Vous avez aussi des pays où, par exemple, le lithium est autorisé à partir de 7 ans parce que les études ont été faites de façon indépendante. On a vu que ça marchait, paf, c'est rentré. Donc, à ce titre, par exemple, le lithium est rentré dans l'arsenal pharmacologique parce que les services publics ont fait eux-mêmes les études parce qu'il n'y avait pas de laboratoire derrière. Donc, il faut vraiment bien voir la différence qu'il y a en termes d'initiative entre différentes nations. Là, je pense que la France peut faire un pas en avant à ce niveau-là. Il existe beaucoup de pays où la prescription, à partir du moment où elle est raisonnée, elle est prise en charge. Si l'assurance maladie est une assurance, il est économiquement extrêmement à son avantage que de rembourser des molécules efficaces et pas chères comme la metformine. Donc, je parle de la metformine, on pourrait aussi parler du pramipexole, hein. Il y a une étude qui est sortie dans le Lancet de psychiatrie il y a quelques semaines, où vous avez un taux de rémission de 28% chez les gens atteints de dépression résistante contre 7,5% sur le placebo. Et l'effet se maintient, 3 mois de pramipexole se maintiennent sur 1 an. Et peut-être après, mais l'étude s'est terminée à ce moment-là, il n'y a pas de prise de poids. Il y a des effets secondaires, c'est très clair. Mais le profil de tolérance est très différent de ce qu'on peut avoir avec des neuroleptiques. Et même sur le plan pharmacologique, c'est intéressant que la psychiatrie peut prescrire des molécules qui bloquent la dopamine dans la dépression, avec une taille d'effet, une efficacité assez modérée. Les gens prennent en moyenne plus de poids avec des neuroleptiques qu'ils ne sont aidés sur l'humeur quand on les prescrit dans des problématiques dépressives résistantes, mais que des molécules comme le pramipexole ne peuvent pas être prescrits à cause de craintes de répercussions, soit financières, soit d'un autre ordre, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Alors, ceux qui veulent nous soutenir, parce qu'on est quand même quelques-uns concernés, peuvent s'abonner au Substack, la version gratuite. La version payante est plutôt réservée aux professionnels de santé, mais du coup, ceux qui veulent être tenus au courant et nous aider pour ce qui sera un petit peu la suite de toute cette démarche qui a commencé maintenant il y a 1 an et demi à mon arrivée sur les réseaux sociaux, et ben, peuvent s'abonner. Je mettrai le lien en description pour que vous soyez tenus au courant quand le texte sera un petit peu prêt pour le suivi. Voilà, bon courage aux prescripteurs et aux concernés. Je pense que ça fait pas mal de monde.